Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier la description d'un mouvement. C'est ce qu'on appelle la cinématique. La cinématique en physique, c'est lorsqu'on étudie le mouvement d'un objet, mais sans chercher à savoir pourquoi est-ce que l'objet est en mouvement. Cet objet en mouvement, on va l'appeler un système. Et pour simplifier son étude, on va le modéliser par un point-objet placé au centre de gravité et qui contient l'intégralité de la masse de l'objet. Par exemple, si on a ce ballon de foot d'une masse 450 grammes, on va le modéliser par un point-objet M situé au centre du ballon et qui a une masse de 450 grammes. L'avantage, c'est que l'étude du mouvement de l'objet est simplifiée. L'inconvénient, c'est qu'une étude de la rotation de l'objet ou de sa déformation est absolument impossible avec cette simplification. Et donc, cet objet, on va pouvoir effectuer une chronophotographie. La chronophotographie, c'est la superposition de photos prises alors que notre système est en mouvement et à chaque intervalle de temps identique. Et donc, on prend le même cadre et on a simplement les positions de notre objet. Et ces positions, on peut les pointer et avoir, du coup, comme ici, les positions successives de notre objet dans une même échelle spatio-temporelle. Cette échelle spatio-temporelle, il faut la définir. C'est ce qu'on appelle le référentiel. Et donc, quand on a notre référentiel, on va y associer un repère de temps et un repère d'espace. Repère d'espace, une origine et soit deux, soit trois axes, selon si notre mouvement est dans un plan ou en trois dimensions. Ces référentiels, il en existe trois principaux. Le premier, c'est le référentiel terrestre. Dans ce référentiel terrestre, on place l'origine où on veut. On a un axe X qui est horizontal et un axe Y qui est vertical. C'est le plus simple pour étudier tous les mouvements autour de nous. Le deuxième référentiel, c'est le référentiel géocentrique. Son origine est au centre de la Terre et ces trois axes pointent vers des étoiles tellement lointaines qu'elles sont considérées immobiles. Dans ce référentiel, on peut étudier simplement la rotation de la Terre ou le mouvement des satellites, dont la Lune, autour de la Terre. Enfin, le troisième référentiel, c'est le référentiel héliocentrique. Hélios, c'est le Soleil. Ce référentiel a son origine au centre du Soleil, trois axes pointant vers des étoiles considérées immobiles, et c'est le plus simple pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil ou le mouvement des sondes spatiales envoyées plus loin que la Terre. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon le référentiel que nous avons choisi, le mouvement va être différent. Pour prendre un exemple, ici on a un bus qui se déplace. La personne A est immobile, assise dans le bus. Dans le référentiel du bus, le bus est immobile et la personne A est immobile dans le bus. Par contre, dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire depuis le point de vue de l'observateur C, qui est en dehors du bus, puisque le bus se déplace, la personne A se déplace aussi. Donc selon le référentiel choisi, référentiel terrestre ou référentiel du bus, la personne A va soit être immobile, soit être en mouvement. C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Maintenant, on a absolument tout ce qu'il nous faut pour étudier le mouvement d'un objet. On va prendre un exemple. Prenez ce lancer de ballon. Le système étudié, c'est le ballon. On considère un point-objet M situé au centre de gravité du ballon et qui concentre toute la masse. Le référentiel le plus adapté à cette étude est le référentiel terrestre. Donc, il nous faut maintenant un repère de temps et un repère d'espace. Pour notre repère de temps, on va considérer notre référentiel terrestre, un axe X horizontal, un axe Y vertical, puisque le mouvement est ici en deux dimensions. Et on va placer son origine à la position initiale du ballon. Repère de temps, quant à lui, c'est on considère l'instant initial t égale à 0 lorsque le joueur frappe la balle. Maintenant que nous avons un repère de temps et un repère d'espace, on peut pointer les différentes positions de l'objet à chaque intervalle de temps sur notre chronophotographie. Et maintenant, on n'a même plus besoin de notre photographie, on a dans un repère les différentes positions de notre objet aux différents temps. Si on relie
ces différentes positions au cours du temps, on va avoir ce qu'on appelle la trajectoire. Si on obtient une droite, alors la trajectoire est rectiligne. Si on obtient un cercle, on appelle la trajectoire circulaire. Si le mouvement est un peu hasardeux, c'est une trajectoire qu'on va appeler curviligne. On va maintenant passer à l'étude de la vitesse. Pour ça, on a besoin de quelques rappels. On va utiliser la notion de vecteur puisque c'est un outil mathématique qui permet de concentrer énormément d'informations en très peu de modélisation. Donc, avec un vecteur, on a un point d'application, ici c'est le point M, on a une direction, ici la direction horizontale, on a un sens, ici vers la droite, et on a une norme. Ici, vous avez une échelle notée 1, et donc on peut dire que la norme de U est de 3. Forcément, selon le vecteur, on va avoir besoin d'une échelle particulière. On va, pour simplifier, prendre simplement deux points successifs. On a le point M, position de l'objet au temps t, et le point M', position de l'objet au temps t', qui est après le temps t. On va pouvoir définir ce qu'on appelle le vecteur déplacement, c'est-à-dire le déplacement de l'objet entre M et M'. L'objet peut, pendant ce temps, ne pas se déplacer en ligne droite entre M et M', mais on considérera quand même le déplacement comme une ligne droite. Et donc, on a un point d'application qui est le premier point, donc le point M. La direction est la direction entre M et M', donc le segment MM'. Son sens, c'est le sens du mouvement, donc ici depuis M vers M', et sa norme, c'est la distance entre les deux points. Et donc simplement avec ce vecteur déplacement, on a énormément d'informations sur la façon dont l'objet se déplace pendant cet intervalle de temps. On va pouvoir maintenant calculer la vitesse moyenne de déplacement de l'objet pendant cet intervalle de temps. Alors la vitesse moyenne, on va la calculer vectoriellement. C'est-à-dire que notre vecteur vitesse va être égal au vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps t' moins t. On peut calculer la norme de notre vitesse moyenne, qui est la norme de notre vecteur déplacement, donc la distance entre les points M et M', divisé par l'intervalle de temps. On retrouve bien ici la formule V égale D sur T. Une chose à noter cependant, il faut absolument que notre norme du vecteur vitesse moyenne soit positive. Et donc notre vecteur vitesse moyenne, on va le positionner dans une zone moyenne, donc avec un point d'application qui est à peu près un point moyen entre M et M'. Si maintenant notre intervalle de temps est suffisamment court pour qu'on soit à peu près certain que le mouvement entre les points M et M' est une droite. Donc ça, c'est une durée très faible par rapport à la durée du mouvement. À ce moment-là, notre intervalle de temps t' moins t, on va l'appeler delta t, donc variation du temps. Et à ce moment-là, notre vecteur vitesse moyenne va être approximé à ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Le point d'application reste un point moyen entre M et M', la direction reste le segment MM', le sens reste le sens de déplacement et la norme reste la distance MM' divisée par cet intervalle de temps qui est maintenant appelé delta t. Et maintenant, ce vecteur vitesse, on peut le décrire entre chacune des positions successives de notre objet. Et donc, on peut décrire à chaque instant la position et la vitesse de notre système. Maintenant, si on prend sur l'intégralité du mouvement, on va pouvoir décrire l'intégralité de ce mouvement. Si les vecteurs vitesse ont tous la même direction, à ce moment-là, on dit que le mouvement est rectiligne. Deux cas particuliers de mouvement rectiligne. Le premier, c'est si la norme de la vitesse reste la même au cours du temps. En gros, la vitesse est constante au fur et à mesure du déplacement. À ce moment-là, le mouvement est appelé mouvement rectiligne uniforme. Si par contre la norme de la vitesse évolue au fur et à mesure du temps, comme on peut voir ici, à ce moment-là, on appelle le mouvement rectiligne, puisque la direction est toujours la même, et non uniforme. Donc, pour résumer, pour décrire le mouvement d'un objet, il faut commencer par définir le système, c'est-à-dire l'objet qu'on étudie, et le modéliser par un point objet. Ensuite, on choisit notre référentiel
et on y place un repère de temps et d'espace. À ce moment-là, on peut noter les différentes positions du point objet au cours du temps. Entre chacune de ces différentes positions, on définit un vecteur déplacement de l'objet, puis un vecteur vitesse moyen. Si notre intervalle de temps est suffisamment court par rapport à la durée du mouvement, alors ce vecteur vitesse moyenne est apparenté au vecteur vitesse. Et une fois qu'on a notre vecteur vitesse pour chacune de nos intervalles de temps, et donc entre chacune des positions successives de l'objet, on peut décrire correctement le mouvement d'un objet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.